Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. La canicule s'installe à nouveau en France et à Monaco avec des températures extrêmes attendues cette semaine. Une situation à haut risque, surtout pour les personnes vulnérables, comme les seniors. Comment les protéger? Le docteur Pascal Gelormini sera notre invité dans quelques instants. C'est une piscine qui ressemble à aucune autre. Le stade nautique Régnier 3 a pour particularité d'avoir un bassin rempli d'eau de mer. Chaque lundi, son eau est renouvelée. Nous vous dévoilerons les coulisses de cette manipulation unique. Si certains préfèrent flâner à la piscine, d'autres ont déjà la tête à la rentrée scolaire. Beaucoup de parents ont fait le choix d'anticiper l'achat des fournitures scolaires. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous nous intéresserons ce soir au tube de l'été. Ces chansons populaires sont souvent diffusées en masse pour finir par devenir des incontournables de nos vacances. Avec le chroniqueur et spécialiste de la chanson française, Fabien Lecoeuvre, nous tenterons de percer les mystères de ces tubes qui traversent les époques. Un nouvel épisode caniculaire s'est installé en Principauté et c'est parti pour durer. Les températures dépassent allègrement les 30 degrés en journée. Elles devraient continuer de s'affoler dans les prochains jours avec des pointes à 35 degrés annoncées par Météo France. Face à cette nouvelle vague de chaleur, une attention particulière est portée aux personnes les plus vulnérables comme les seniors. À Monaco, un système de prévention a été mis en place. Pour en parler, le docteur Pascal Gelormini est notre invité ce soir. Elle est interrogée par Patricia Navarro. Bonsoir docteur. Bonsoir. Les personnes âgées, il est vrai, sont particulièrement vulnérables en été. On parle beaucoup d'hydratation, mais est-ce que c'est la seule problématique? Quelles sont les principales complications médicales que peut entraîner la chaleur excessive chez les seniors? Alors, la chaleur excessive du fait de la déshydratation peut entraîner des complications majeures et donc voire des hospitalisations. Donc, il est important de mettre en place des actions de prévention qui agissent sur plusieurs niveaux, au niveau du logement, au niveau de la déshydratation et donc du fait qu'il va falloir augmenter des apports hydriques, au niveau des effets indésirables de certains médicaments qui vont favoriser la déshydratation et également on peut aussi agir sur le réseau de proximité de façon à faire que toutes ces actions puissent avoir un lien au niveau de la prévention de la déshydratation des personnes âgées, qui souvent sont seules, isolées. Quelles sont les recommandations que vous donnez aux familles ou aux aidants pour qu'ils protègent leurs proches âgés pendant les fortes chaleurs? Alors tout d'abord, on va agir sur le logement. Le but est d'avoir un logement qui soit maintenu au frais le plus possible. Donc, s'il y a des ventilateurs, des climatiseurs, ça sera très bien. On fermera les fenêtres très tôt avant 9 heures, de façon à ce que la chaleur ne puisse pas rentrer, surtout les fenêtres qui sont exposées plein sud. On ouvrira pour essayer de faire du courant d'air la nuit ou très tôt le matin. On n'utilisera pas de four ni d'appareils électriques qui vont entraîner une augmentation de la chaleur. S'il y a des pièces qui sont inutilisées, on les fermera de façon à ce que ça n'entraîne pas non plus une augmentation de la chaleur. Évidemment, on va conseiller de se vêtir très léger, d'éviter de sortir pendant les fortes chaleurs et de faire des activités physiques importantes. Voilà, si on doit sortir en plein soleil, on se couvre, on met un chapeau, on met des lunettes et de la crème solaire. Voilà. En ce qui concerne les apports hydriques, on sait que la personne âgée n'a pas la notion de soif. Donc en fait, il va falloir stimuler la personne pour qu'elle boive un peu plus. Donc on conseille 4 verres le matin, 4 verres le soir. On va essayer de conseiller la prise de soupes qui sont froides, de boire un peu plus de tisane ou d'ingérer des fruits qui sont riches en eau comme la pastèque, le melon. On évitera les boissons alcoolisées, les boissons qui sont riches en sucre et les boissons riches en caféine qui majorent la déshydratation. Et est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs spécifiques que les proches doivent surveiller chez les personnes âgées? Oui, en effet, il faudra surveiller la sécheresse de la bouche,
le pli cutané, voir si les urines sont plus foncées, donc plus concentrées, voir s'il existe une fatigue inhabituelle, voire un état de confusion. Et quels sont les dispositifs spécifiques pour prévenir les risques liés à la canicule chez les seniors et qui sont mis en place à Monaco? Alors, nous sommes beaucoup dans la prévention, c'est-à-dire que mi-mai, nous avons déjà fait un listing de personnes que nous connaissons et qui sont à risque de déshydratation lors des fortes chaleurs. Donc, mi-juin, nous avons transmis aux sociétés prestataires de services ainsi qu'aux services d'action sociale de la mairie le listing des bénéficiaires de façon à ce que pendant les fortes chaleurs, les recommandations soient mises en place par leurs auxiliaires de vie qui interviennent au domicile. Et ce lundi, nous avons de nouveau renvoyé un listing aux sociétés prestataires de services ainsi qu'à la mairie de façon à, comme nous sommes en pleine canicule, de façon à ce que ces actions concrètes soient mises en place, notamment augmenter les apports hydriques et qualitativement et quantitativement. Oui, parce qu'on parle du physique, mais la canicule peut aussi avoir un impact sur le moral et le bien-être mental des seniors. Ils sont souvent isolés, puisqu'on leur demande de moins sortir. C'est la raison pour laquelle un des axes, c'est de permettre l'activation d'un réseau de proximité et favoriser aussi la solidarité intergénérationnelle. Les familles, en premier lieu, il faut les mobiliser quand elles ont des personnes âgées dans leur famille. Elles doivent les appeler. Si elles sont proches, elles peuvent passer les voir à leur domicile. On a également des voisins. Quand on sait qu'il y a une personne âgée qui est un peu isolée en période de canicule, on peut très bien aller sonner chez elle de façon à lui demander comment elle va. Puis ça rompra également son isolement social. Et puis on a les gardiens d'immeubles, les commerçants. Tout cela n'est pas dévolu qu'aux services publics. Et je pense qu'il est important d'activer ce réseau de proximité. Voilà, vous nous avez donné des conseils de bon sens, mais aussi donc vous encourager ce lien intergénérationnel. Merci, docteur Gelormini, d'avoir répondu à nos questions en cette période de forte chaleur, au cours de laquelle les personnes âgées font partie des principales populations vulnérables. Merci. Et pour se rafraîchir, vous êtes nombreux à venir profiter du stade nautique Régnier 3. Le bassin est très apprécié par les nageurs et c'est grâce aux petites mains qui l'entretiennent dans l'ombre. Pendant l'été, tous les lundis, un important travail pour changer l'eau est effectué par les équipes du service des sports et des associations de la mairie. Comment ça marche? Le stade nautique Régnier 3 nous a donné accès à ses coulisses. Pour le savoir, c'est un reportage signé Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. Petit à petit, la piscine se vide. Une opération réalisée une fois par semaine pendant l'été pour changer l'eau. Au bout de quelques heures, Florian peut nettoyer le bassin dans sa totalité. Toutes les parois, les échelles, tout ça, parce que vu que c'est du sel, donc du coup on dessale un peu avec de l'eau douce. Tous les résidus de crème solaire, tout ce qu'il peut y avoir et tout ça, toutes les algues et tout ça, donc on nettoie tout. Vu que ça aspire, il y a tous les déchets qui sont aspirés, qui sont ensuite rejetés dans les filtres à sable et tout ça, qui sont filtrés et rejetés à l'égout. Le bassin propre, direction la salle de machinerie pour ouvrir les vannes. C'est parti pour 6 heures de remplissage. Au total, 3 millions de litres d'eau. Et pour mieux comprendre comment ça marche, direction les coulisses du stade nautique. Donc ça c'est l'arrivée d'eau de mer, la vanne d'eau de mer qui arrive sur les pompes, qui aspire l'eau. Après ça monte dans les tuyaux, ça passe dans les filtres. Donc les filtres à sable, ce sont ces objets-là, où il y a du sable de différents grains. Et l'eau passe à l'intérieur et toutes les impuretés, au fur et à mesure, c'est du plus gros grain au grain le plus fin, passent et pour arriver à une eau qui est complètement limpide, pour être traitée après, passer dans la salle de chauffage, pour après être réinjectée dans le bassin. Donc ça c'est la salle de chloration, où il y a tout le stock de chlore qui est stocké et qui est envoyé au bassin par la vanne qui est là-bas. Alors on se situe sous le bassin, donc sous la piscine. Ça c'est le mur de la piscine avec les bouches de refoulement, donc tout ce qu'on voit le long du bassin, toutes les bouches qui amènent l'eau toute la journée dans le bassin, c'est ces tuyaux qui sont tout le long du mur. Cette filtration permet d'obtenir une eau de meilleure qualité, mais c'est aussi un circuit plus écologique. Ça vous permet d'utiliser moins de chlore toute la semaine,
Parce qu'on n'a pas besoin de surchlorer, parce que d'habitude les piscines elles sont filtrées et vidées une seule fois par an. Nous, comme on a cette possibilité de les vider toutes les semaines, ça nous permet de mettre moins de chlore pour être vraiment au niveau minimum de sécurité. On a la chance d'avoir la matière première à portée de main et gratuite, donc on ne va pas se priver pour donner la meilleure qualité possible pour les baigneurs. Le lendemain, la piscine est de nouveau remplie, les lignes sont réinstallées, le chlore se remet en route et c'est reparti pour accueillir des centaines de nageurs chaque jour. Une piscine forcément très plébiscitée en ces fortes chaleurs. Autre endroit qui connaît un fort succès en cette période estivale, c'est le Stade Louis II. Le saviez-vous? Chaque jour, il est possible de visiter cette enceinte omnisport qui fête cette année ses 40 ans et qui ne se résume pas qu'au football. Le reportage de Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. La visite commence par la rue piétonne intérieure avec son exposition célébrant les 40 ans du stade. Un groupe de 30 personnes maximum suit un guide et c'est parti pour 45 minutes avec des explications en français et en anglais. Cette guide parle aussi italien et espagnol. Ces touristes viennent d'un peu partout de France et d'ailleurs, tous curieux de découvrir ce bâtiment emblématique qui a accueilli depuis 40 ans les plus grands rendez-vous sportifs internationaux. Pourquoi vous avez voulu faire la visite? Sur les fans de foot. Parce que je suis marseillais, on a le plus beau stade, on a fait la visite quand même à Marseille, donc on est venu là pour faire la visite. C'est un beau stade. Je l'ai fait contre le Barça en Champions League. C'est un beau stade, très beau stade. Quand on est fan de foot, on vient visiter les stades. Donc on a fait plusieurs villes, on a visité les stades, on s'est dit Monaco, on va venir le visiter. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau stade, hein. Non plus qu'aller sur le terrain un peu, courir et voir les joueurs, et c'est bon. Hein. Moi je trouve ça impressionnant, tout ce qu'il y a dans un même stade en fait. Toutes les piscines, même un stade, je sais pas comment on dit, d'escrime. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc franchement, je trouve que c'est hyper grand. On dirait pas de l'extérieur, mais c'est vraiment très très grand. Le clou du spectacle, ou plutôt de la visite, est le vestiaire des joueurs de foot, ainsi que la visite de très près de la pelouse tout en foulant la piste d'athlétisme. Pour la direction du stade, le but est aussi de montrer d'autres aspects de ce lieu mythique. L'objectif en fait c'est de montrer le côté omnisport du stade, puisqu'en fait on a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est qu'un stade de football. Donc on montre la salle de boxe, on montre la salle d'armes, on montre le dojo, la salle Gaston Médecin, le centre nautique, ce qui permet en fait d'avoir une vision un peu plus omnisport du stade. Il faut compter 5,80 € par adulte. 5 visites sont organisées chaque jour, du lundi au vendredi, de 10h30 à 17h, d'avril à octobre, sans réservation. En 2024, près de 5600 personnes ont pu découvrir le Stade Louis II, des visites qui intéressent de plus en plus. À date, autrement dit de juillet 2024 à juillet 2025, il y a eu une progression de plus de 1000 visiteurs. Et restons au Stade Louis II qui sera le théâtre samedi de la reprise du championnat de Ligue 1 pour l'AS Monaco. Le club de la Principauté reçoit le Havre pour débuter sa saison sur une pelouse toute neuve. Elle a été changée il y a 8 semaines et se démarque des autres gazons des clubs français car il résiste à la sécheresse. Son nom, le Bermuda Grass. Franck Nicolas, le pitch manager de l'AS Monaco, nous en dit plus, il est au micro de Fabien Bonilla. C'est un gazon tropical et plus il fait chaud, plus elle pousse. Et l'avantage qu'il y a, c'est un gazon qui économise 50 à 70% d'eau, que l'on peut tondre beaucoup plus court et qu'en même temps, il n'y a aucun fongicide, pesticide ou insecticide que l'on passe dessus. Si on prend l'exemple de l'Italie, en série A, sur 18 stades, il y en a 14 en Bermuda. En série B, sur 18 stades, il y en a 12 en Bermuda. En termes de prix, l'implantation d'un Bermuda, ça se chiffre en dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. En revanche, quand on fait un plaquage, c'est en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc là aussi, il est très économique. C'est toujours difficile de changer les choses quand on est le premier à vouloir les changer. Nous, la chance que l'on a, c'est que le prince souverain, avant même qu'il ne soit souverain, suivait déjà le Bermuda, et depuis très longtemps, puisque moi j'en ai parlé la première fois en 1987. Aujourd'hui, c'est difficile à faire changer les mentalités à la Ligue de football, mais comme je le disais, en Italie commence vraiment à développer le Bermuda, puisque les économies d'entretien, les économies de mise en place et surtout le résultat, il n'y a pas photo, c'est l'espèce vers laquelle il faut tendre dès à présent. Et à noter que la saison dernière, au classement des pelouses de Ligue 1, l'AS Monaco avait obtenu la moyenne de 17,01 pour la qualité de son gazon. C'est encore les vacances pour beaucoup, mais dans certaines familles, on pense déjà à septembre. Fournitures, cartables, cahiers, la rentrée scolaire se prépare
dès maintenant. Alors que les rayons des magasins se remplissent, nombreux sont ceux qui préfèrent prendre de l'avance. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Camille Caloni. À quelques semaines de la rentrée scolaire, le magasin L'Alphabet tourne à plein régime. Livres, cahiers, cartables, trousses, stylos. Ici, tout est prêt pour le retour sur les bancs de l'école. Nous, on passe nos commandes en avril chez nos fournisseurs, donc pour faire entrer le matériel, les livres aussi, afin d'être prêts pour les premiers jours de juillet, pour avoir du stock au maximum. Ouverte toute l'année, l'enseigne devient incontournable dès le début de l'été. Une référence locale pour les familles de la maternelle au lycée. Là, on commence déjà à avoir un bon rythme de croisière. On a commencé déjà nos premières listes fin juin, parce que dès que les gens reçoivent la liste, ils veulent la préparer le plus vite possible pour être débarrassés. Mais là, maintenant, on a préparé beaucoup. Et puis là, maintenant, les gens viennent chercher les listes qui seront prêtes. Alors, en moyenne, chaque année, vous traitez combien de listes ? À peu près un peu plus de 2000. L'année dernière, on a fait un peu plus de 2000, mais là, j'ai l'impression qu'on va dépasser un petit peu. Est-ce qu'il y a un article phare cette année qui est demandé par tous les enfants ? Le stylo Legami, cette année, ça a été vraiment une grosse vente et ça continue encore. Vous l'aurez compris, de A à Z, l'Alphabet accompagne les élèves vers une rentrée bien organisée et pleine de promesses. Je vous rappelle que la sonnerie de l'école retentira dès le 8 septembre à Monaco. Des rythmes entraînants, des paroles simples mais qui restent en tête, c'est la recette d'un tube de l'été. Ces chansons ont pour habitude de tourner en boucle dans notre playlist et nous font danser pendant les vacances. Des collectors qui traversent les années, mais à quand remonte ce phénomène des hits musicaux estivaux? Quels sont les ingrédients pour qu'un tube de l'été fonctionne? Ce soir, nous recevons le spécialiste de la chanson française, chroniqueur à la télévision et à la radio, Fabien Lecoeuvre. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. Vous allez pouvoir nous éclairer sur ces fameux tubes de l'été. Tout d'abord, quand est apparue cette notion du tube de l'été? Alors la notion de tube, déjà, tube, c'est un mot qui a été inventé par Boris Vian, qui travaillait à ce moment-là en maison de disques dans les années 50 chez Philips. Et c'est lui qui a eu l'idée de trouver un tube, c'est-à-dire ça avait un côté péjoratif dans la bouche de Vian à l'époque. C'était genre de la musique commerciale qu'on donnait comme ça en pâture à un public, mais pour lui c'était plutôt pour gagner sa vie que plus pour faire quelque chose d'élitiste. Et puis au fil des années, c'est devenu un incontournable. C'est devenu indispensable, c'est-à-dire que toutes les maisons de disques, quand arrivait le mois d'avril-mai, et on va dire de 1958 pratiquement à aujourd'hui, même si les tubes ont un peu disparu, toutes les maisons de disques préparaient alors soit le tube italien, soit le tube qui va de la chanson italienne, je vous dis, à la lambada, en passant la musique brésilienne, la dance bien sûr, les chansons, les slows aussi qui ont été des tubes d'été, incroyables. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de règles en matière de musique. On a même eu en l'été 82 Gérard Berliner, Louise, qui est une chanson qui parle de la guerre 14-18, qui est un énorme tube d'été, par exemple. Et à l'époque, c'était vraiment une martelée, une belle diffusion en boucle à la radio et également à la télé. Que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit dans tous les pays de langue francophone, en fait, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que toutes les radios jouaient le jeu. Toutes les télévisions recevaient l'artiste ou le groupe pour défendre sa chanson. Et donc, un tube dans les années 60, 70, 80 était écouté rien que sur la francophonie, le pays en tout cas déjà. Il y avait à peu près, sur 50 millions d'habitants, il y avait 40 millions de personnes qui connaissaient la chanson. Aujourd'hui, les tubes, on va dire les succès, parce qu'il n'y a plus vraiment de tubes, mais il y a des succès, ils sont communautaires aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez écouter telle ou telle radio, chaque radio a son tube, son succès du moment. Mais je me souviens de Clara Luciani quand elle a fait La Grenade, par exemple, qui est un immense succès dans sa carrière. C'est un tube qui a imposé quelque part la brillante carrière de Clara Luciani. Mais il y a peut-être seulement 5 ou 6 millions de personnes qui connaissent la chanson en France. Alors que quand Nino Ferrer a fait Le Sud en 1975, il y avait 35-40 millions de Français qui connaissaient Le Sud de Nino Ferrer. Vous voyez, c'est-à-dire que les choses se sont déplacées parce que les populations se sont déplacées.
Et puis on se rappelle aussi de la lambada, vous l'avez dit, la macarena. À chaque fois aussi, parfois, il y avait une chorégraphie qui était associée à cette chanson, à ce tube de l'été. Oui, c'est exactement ça. La lambada a été la première dans la catégorie en 1989. On doit cette chanson d'ailleurs à Nicolas Hulot, ce que peu de gens savent, puisque c'est lui, dans un retour, il revenait du Brésil, où il avait tourné Ushuaïa, l'émission, et puis il est tombé avec 2 Français qui avaient dans leur valise cette chanson. Et comme lui, à l'époque, Nicolas Hulot vivait avec une femme qui s'appelle, une femme importante, qui était la directrice des programmes de TF1 à ce moment-là, eh bien, il lui a passé cette chanson, et évidemment, cette chanson est devenue un tube par TF1 qui a fait une association avec une boisson, et Dominique Cancien, la femme donc la compagne en tout cas de Nicolas Hulot, c'est elle, Dominique Cancien, qui a lancé finalement la lambada. Elle a eu un instinct de dire voilà, ça va être le tube pour TF1 de l'été, qui a été matraqué, on va dire, c'était à peu près une 30aine de fois par jour sur l'antenne de TF1. Au bout de 15 jours, la chanson devient un énorme succès, évidemment. Et puis, tous les gens dansaient la lambada associée à une boisson orangée qui finalement a permis ce 45 tours qui s'est vendu, je le rappelle, en 1989, à plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui est exceptionnel. Et vous, Fabien Lecoeuvre, quel serait votre tube de l'été cette année? Alors moi j'ai un garçon que j'adore, c'est Diamano David, qui a fait Next Summer. Pour moi, qui est chanson énorme. Et toute année confondue, s'il y avait une chanson à garder, laquelle serait-elle? Alors, comme tube de l'été, moi je dirais peut-être La maladie d'amour de Michel Sardou, en 1973. On est en pleine année 70, et une chanson que ne voulait pas enregistrer Michel Sardou, comme d'ailleurs Le Lac du Connemara. Les gros hits de sa carrière, souvent, il ne voulait pas les enregistrer. Et c'est avec l'influence du compositeur et producteur Jacques Revaux que finalement il a cédé, et qu'entre le 3 et le 5 mai de l'année 73, il a accepté d'enregistrer La maladie d'amour. Mais lui préférait la phase B, qui s'appelait Le Curé, qui était une chanson pour le mariage des prêtres, enfin, etc., qui est une chanson un peu d'engagement politique, comme Sardou a toujours fait dans ses opinions et dans sa contestation, on va dire. Et il s'était un peu battu, en tout cas verbalement, avec Jacques Revaux et Michel Sardou au moment de la sortie du disque, parce que tout ça, ça vient d'une époque, et je le précise pour les jeunes générations qui nous regardent, on est dans une époque où on retournait les disques. Donc ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus maintenant. C'est important de le rappeler. Et donc quand Revaux a désobéi à Michel Sardou, il a gravé en face A du 45 tours La maladie d'amour et en face B Le Curé. Alors la chanson a vendu 1,5 million d'exemplaires. Finalement, les 2 chansons ont vendu autant, puisqu'elles étaient gravées sur la face de l'autre à chaque fois. Et ça a été vraiment une chanson, même quand Michel Sardou la reprenait encore dans ses concerts avant qu'il nous quitte, et qu'il quitte en tout cas la scène dans sa carrière, je trouve que ça reste un hymne pour des millions de personnes. Beaucoup d'amoureux ont concrétisé leurs belles histoires d'amour, en tout cas avec cette chanson La maladie d'amour. Je parlais tout à l'heure du Sud de Nino Ferrer, ça reste une chanson aussi totalement inoubliable. La grande chanson des vacances, c'est Le Sud de Nino Ferrer. Pour moi, c'était le tube de l'été 75. Eh bien, merci beaucoup, Fabien Lecoeuvre, d'avoir évoqué avec nous ces fameux tubes de l'été, d'être revenu sur leur histoire et ce qu'ils deviennent maintenant. Merci d'avoir été notre invité. Toujours un plaisir. À très vite, en tout cas, Émilie. Partons à la découverte à présent d'un nouvel écrin idyllique au Monte Carlo Beach entre ciel et mer. Le restaurant Yondal s'est installé à la Vigie Monte Carlo et propose une gastronomie méditerranéenne. Une invitation à la détente que vous dévoilent Fabien Bonilla et Thomas Deus. Depuis le 21 juin dernier, une toute nouvelle adresse s'est nichée en bord de mer sous les pins de la pointe de la Vigie, Yondal. Ce concept est importé des îles Baléares et plus précisément d'Ibiza, marqué par le chef espagnol Rafa Zafra. Aujourd'hui, Yondal et le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer s'associent en créant Yondal à la Vigie Monte Carlo pour un peu plus de 2 mois cet été. Une adresse exclusive, presque secrète, avec pour seule bande sonore le chant des oiseaux et le clapotis des vagues. Yondal, on est vraiment sur un cadre très intimiste avec l'objectif d'avoir un retour à la nature. Donc les gens viennent manger à Yondal justement pour ça, pour se retrouver dans un endroit très calme, très nature, avec l'objectif de pouvoir discuter entre amis, de manger un petit morceau de partage. Donc c'est l'objectif vraiment du Yondal, c'est ce côté-là. Donc c'est pour ça que Yondal est actuellement à Ibiza, un des restaurants les plus successful. Et on peut le remarquer ici à Monaco, donc à la Vigie Monte Carlo Beach. On retrouve un petit peu ce côté-là et qu'on essaye un petit peu de mettre en avant. Au fourneau, Julien Vadreau, ce chef a d'abord appris à cuisiner dans les jupons de sa maman, à qui il rend hommage aujourd'hui.
Il est à la SBM depuis maintenant 18 ans et depuis le mois de juin spécialement à Yondal. Quand on voit le cadre, c'est basé sur la mer. Donc on a, pour faire plaisir vraiment à tout client. On retrouve autant de la viande que du poisson, mais comme je dis, vraiment c'est basé sur le poisson. On a des Saint-Jacques, on a des langoustines, on a tout le poisson qui est grillé au Josper à la braise. Pour les amoureux de la viande, on a les côtelettes d'agneau, on a les wagyu de viande, et après bien sûr on a évidemment la pâtisserie, quoi. On a la pâtisserie, on a l'ananas qui est un élément phare de Rondal. À Ibiza et qu'on retrouve ici également en 2 parties avec un sorbet et une crème brûlée à l'intérieur. Voilà. Le restaurant Yondal propose donc une cuisine méditerranéenne avec des déjeuners ensoleillés de 13h à 15h30 ou des dîners sous les étoiles de 19h30 à 21h30 dans un esprit de partage et de convivialité. En toile de fond, la mer à perte de vue pour un moment hors du temps et ce jusqu'au 7 septembre. C'est sur ces notes appétissantes que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre et la canicule qui s'installe en principauté, suivi des sorties cinéma de la semaine. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui s'est rendu au centre botanique du jardin exotique des cerfs qui seront à découvrir dans notre édition de 19h demain. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Toujours cette vague de chaleur bien présente en principauté avec une vigilance canicule-orage placée en jaune. Demain, il fera beau. La journée sera toujours très chaude avec des températures comprises entre 25 et 32 degrés. Un indice UV toujours très élevé. Le mercredi 13 août, nous fêtons les Hippolytes. Et comme chaque mardi, un point sur la météo de l'eau avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur est jaune, ce qui veut dire que les sources de la principauté ne couvrent que 25 à 50% de notre consommation en eau. L'occasion de vous rappeler de préserver cette ressource. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.